Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lilia Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est maître Olivia Simniakos. Olivia est avocate au barreau de l'Ain. Elle a rejoint la profession en 2013 après avoir été juriste, d'abord en entreprise et puis ensuite en cabinet d'avocat, par le biais de la passerelle, donc comme par exemple Marie-Laure Pichard. Et elle est aujourd'hui installée à son compte avec son cabinet Animalex, qui est un cabinet dédié à la défense et à la protection des animaux. Donc une niche tout à fait originale, inédite sur Fleur d'Avocat, probablement assez inédite en France. Et j'espère que ça vous plaira de découvrir aussi la matière à travers l'interview d'Olivia. Je remercie chaudement Maître Mathilde Éloi dit Agri pour la recommandation. Et eh bien, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à prendre votre téléphone et à laisser 5 étoiles et un avis sur iTunes pour booster les algorithmes du podcast et le faire connaître auprès du plus grand monde, comme chaque semaine. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Olivia Simniakos. Bonjour Lila Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Je vous remercie pour l'invitation. Alors Olivia, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocat. Alors, je dirais par un concours de circonstances, puisque moi j'ai jamais voulu être avocate en fait. Quand j'ai commencé mes études, j'ai fait du droit parce qu'il y avait que ça qui m'intéressait. Pourquoi peut-être le côté carré, rigueur qui me ressemble un petit peu. Mais c'était pas pour faire avocat. De toute façon, je connaissais rien du métier d'avocat. J'en avais une vision dont je sais aujourd'hui qu'elle était totalement erronée d'ailleurs. C'était pas mon milieu, c'était pas mon monde. Donc non, avocat, c'était vraiment un truc que je voulais pas faire pour plein de raisons. Donc déjà parce que je connaissais pas le métier, parce que je n'aime pas parler en public. Donc l'idée de plaider, c'était vraiment quelque chose pour moi complètement rédhibitoire. Et puis le côté profession libérale qui pour moi voulait dire seule au monde, tu te débrouilles toute seule. Donc non, je préférais avoir la sécurité du salariat. Donc bon, j'ai fait mes études de droit sur Toulouse sans vraiment savoir en fait. Je me suis jamais dit tiens, à terme je vais faire ça. C'est vraiment au fur et à mesure des années où je commençais à me poser quelques questions. Sur l'année de la maîtrise, j'ai fait un stage dans une mairie, dans un service contentieux assurance, puis j'ai bien aimé en fait. Alors je me suis dit travailler dans une assurance, ce sera bien parce que ce sera varié, les sinistres sont jamais les mêmes, donc ça pourrait être pas mal. Donc j'ai terminé mes études là-dessus. J'ai cherché mon premier travail qui est et qui est sans doute encore à notre époque maintenant le plus difficile à trouver. Et puis j'ai pas trouvé dans les assurances, donc je me suis retrouvée juriste dans un service contentieux pour une société de télésurveillance, donc rien à voir avec les assurances, mais enfin bon, je faisais quand même un petit peu de procédure, donc c'était intéressant pour moi. Et puis au fil des années, les modes de management ont changé. Cette société a été rachetée par des Américains, et là tout a changé. Et ça m'a pas plu parce que je retrouvais pas le côté juriste, vraiment l'application du droit. Je me retrouvais à faire des fiches de lecture en fait qu'on transmettait pour le coup à des avocats qui menaient les procédures derrière, donc ça me plaisait beaucoup moins. Ça s'est assez mal terminé avec cet employeur puisque ça s'est terminé en cour de cassation. Ah mince. Oui, j'aime bien la procédure. Oui. Non, mais voilà, bon, quand j'ai raison, j'ai raison. C'est vrai que j'ai jamais supporté l'injustice, et puis quand je ressens de l'injustice, en général, je vais jusqu'au bout. Quand ça me concerne, c'est la même chose. Donc ça s'est terminé en cour de cassation. Bon, il a fallu que j'envisage ma reconversion à ce moment-là. Je savais pas trop ce que j'allais faire. Une chose était sûre, c'était que je voulais plus être un matricule. Moi, j'ai besoin, quand je fais quelque chose, de savoir à quoi ça sert, en fait. Je veux pas être un numéro. Donc, je me suis dit, tu vas intégrer plutôt une petite structure, pas américaine, pas susceptible de le devenir.
Et c'est vrai que pendant mes études, j'avais bien aimé le droit des sociétés. C'est une matière qui m'avait bien plu. En plus, bah voilà, il n'y a pas de risque de devoir plaider à aucun moment. Et donc je me suis dit, bah voilà, donc je me suis formée toute seule chez moi après le boulot en droit des sociétés. Je me suis remise à niveau parce que la fac était quand même un peu loin. Donc avec des bouquins. Ouais, avec des bouquins, ouais, toute seule comme une grande, parce que bon, quand on est motivé, moi je pars du principe que quand on est motivé, on peut tout faire. Hein. Moi, quand j'ai une idée en tête, ça me donne des ailes et en général, voilà, je bosse, je suis une bosseuse, j'ai cet avantage-là d'aimer travailler, d'aimer apprendre. Donc du coup, voilà, je me suis remise à niveau en droit des sociétés, puis je suis allée distribuer mes petits CV dans les cabinets d'avocats. Mmh. Et j'ai trouvé, donc c'était en 2007, un cabinet d'avocats qui m'a fait confiance parce que j'avais effectivement la théorie, mais j'avais pas du tout la pratique. Hein. C'est vrai que ce sont deux choses très très différentes, y compris en droit des sociétés. Mmh. Je me posais plein de questions, je me disais une assemblée générale, mais comment je fais? Ils vont être tous autour de la table, mais moi il faut que je gratte, il faut que j'écrive super vite et que je tape super vite et tout. Alors que dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Mais enfin, j'ai quand même trouvé un cabinet d'avocats qui m'a fait confiance. Donc je suis rentrée dans ce cabinet-là en 2007 et je remplaçais une avocate. Et moi, j'étais pas du tout avocate. Donc quand vous dites un cabinet d'avocats qui vous a fait confiance, c'est-à-dire que vous avez senti en entretien qu'ils cherchaient peut-être un autre profil plus expérimenté, mais que vous avez réussi à les convaincre sur le fait que vous y arriveriez. Enfin, ouais, j'avais l'inconvénient de pas être avocate, puisqu'ils n'embauchaient que des avocates. Je remplaçais une avocate. Mais je pense que l'envie a fait la différence. Et au terme de l'entretien, l'associé qui m'a reçu m'a dit j'ai envie de parier sur vous. Ok. Donc il a bien fait parce que ça s'est bien passé. Ouais. Ça a duré combien de temps? Ça a duré jusqu'à ce que je crée mon propre cabinet en fait, puisque là je suis restée dans ce cabinet jusqu'en 2019. Oui, donc je faisais du droit des sociétés et c'est justement à cause de cet associé-là que je me suis retrouvée avocate, puisqu'en 2013 j'ai eu l'opportunité de m'associer. L'autre associé était parti, donc c'était une structure qui était devenue unipersonnelle. Ça se passait très très bien, on était très complémentaires avec l'associé. J'avais commencé à gérer un peu le cabinet en parallèle, quoi. Je m'occupais de l'administratif, de la compta, un peu de tout. Et puis moi, je suis très très gestionnaire en fait, et pas du tout commercial. Et lui avait ce côté-là, donc on était vraiment très très complémentaires. Il adorait aller secouer les manches, alors que moi j'aimais bien travailler dans mon bureau en underground. Donc c'était parfait. Donc l'occasion de m'associer est intervenue, sauf que pour m'associer, fallait que je sois avocate. Donc en fait, vous avez été juriste dans ce cabinet pendant plus de 5 ans. Ouais, tout à fait. Ok, et ça, c'est comme la situation de Marie-Laure Pichard que j'ai interviewée, qui est avocate aussi en droit des affaires à Poitiers, et elle a rejoint la profession. Alors elle, pour le coup, par la passerelle. Moi aussi. Vous aussi par la passerelle, voilà. Oui. Et donc on a discuté de ça avec elle et du sentiment autour de cette du fait de prendre la robe par le biais de la passerelle et non par le biais de l'examen du CRFPA. Vous étiez bien comme juriste? Ah, moi j'étais très très bien comme juriste. C'est vrai que je suis devenue avocate, je dirais par la force des choses, parce que j'avais pas le choix. Donc du coup, j'avais moins la pression en même temps, parce que c'était pas le rêve de ma vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on fait du droit et qu'au final on n'est pas avocat, on a loupé sa vie. Mais bon, moi j'avais jamais voulu être avocate, donc bon, je l'ai fait un peu en traînant la patte. J'avais prévenu mon associé en lui disant ok, bon, je vais le faire, mais j'irai jamais plaider, même demander un renvoi, je le ferai jamais. La robe, je vais la mettre pour prêter serment, éventuellement pour manifester, mais c'est tout. Donc il était prévenu que voilà, c'était pas un métier. Puis moi, ça a pas changé mon quotidien au départ de devenir avocate, puisque je faisais le boulot déjà avant. J'avais pas besoin de plaider. Moi, c'était vraiment les assemblées générales, les sessions de fonds, les sessions de titres, les fusions, les choses comme ça. Donc j'avais vraiment pas besoin d'être avocate, à part pour pouvoir m'associer. Et donc ça veut dire que aussi le fait que vous étiez juriste en interne, ça ne posait pas de problème pour vous faire monter. Enfin, c'est des choses qui semblent bêtes à dire, mais
mais disons-le. En tout cas, ça n'a pas posé de problème dans votre évolution au sein de ce cabinet, de telle façon qu'il vous a proposé cette association et que pour pouvoir l'accepter, vous êtes devenue avocate. Donc en fait, cette histoire de passerelle, ça vous a pas posé de problème Non, mais il y a eu aucun souci avec cet associé-là. L'associé qui était son associé précédent et qui est parti, lui, quand je suis arrivée, il pensait que j'étais avocate. Et quand il m'a posé la question, vous êtes en quelle année de collaboration? J'ai même pas compris la question, je vous avoue, parce que moi je connaissais rien au statut d'avocat, je connaissais rien au monde des avocats. Et je lui ai dit ah non mais on s'est pas compris, moi je suis pas avocate. Et à partir de ce moment-là, il a arrêté de me parler. Ah oui. Donc je pense que si lui n'avait pas quitté le cabinet, ça aurait été un peu plus compliqué. C'est fou. Il a carrément arrêté de vous parler. Oui. Donc vous n'avez en fait jamais travaillé ensemble? Non. Ok. Dans un cabinet de finalement assez petite structure. C'est ça. Il y avait deux associés, des collaborateurs et voilà. Donc bon lui il a un peu mal pris le fait que je ne sois pas avocate, mais bon peu importe. Moi grosse ambiance. Voilà, j'ai fait en sorte. Puis en même temps ça m'a bien motivée. Et puis j'étais contente parce qu'au final quelque part j'ai un peu pris sa place. Bon, il était parti depuis quelques années, mais je me suis dit voilà comme quoi. Ouais, mais c'est dingue quand même. Enfin, je veux dire que ça y a. Enfin. Les mentalités, dans tous les métiers, il y a des gens qui se prennent un peu la tête, quoi. Et donc, vous le viviez parce que là, vous dites, voilà, maintenant, ça me fait sourire parce que j'ai pris sa place et tout, mais, enfin, vous le viviez comment? Parce que moi, dans une petite structure, quelqu'un qui ne m'adresse pas la parole parce que j'ai pas le bon titre, je pense que je le vivrais mal. Enfin, je veux dire. En fait, je le croisais quasiment pas et il est parti, ils se sont séparés assez rapidement après mon arrivée. Donc ça n'a pas duré très très longtemps. Okay. Voilà, je m'en suis accoutumée. Après bon, il est parti, on se croisait régulièrement dans la rue. Bon voilà, on se saluait, on se disait bonjour par politesse. Voilà, puis après je pense que peut-être qu'au début, il m'avait jugé uniquement sur le fait que je n'étais pas avocate, mais bon, il a bien vu après que voilà, j'étais capable de faire le job parce que peut-être que j'étais d'autant plus motivée que je voulais faire mes preuves et que voilà. Donc au final, on a gardé des rapports cordiaux. Quand on se croise, on se dit bonjour. Ouais. Et les clients du cabinet, le fait que vous soyez pas avocate, ça, il y avait un impact? Non, j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait le moindre problème dans le fait que je ne sois pas avocate. Alors après, c'est vrai que le cabinet était structuré de telle sorte que il y avait vraiment un mode de fonctionnement pyramidal, c'est-à-dire que l'associé qui était devenu unique supervisait le travail de tout le monde, qu'on soit avocat collaborateur ou juriste. Moi, j'étais juriste, les autres étaient avocats, mais il y avait toujours un contrôle par l'avocat associé. Donc voilà, les clients savaient comment fonctionnait le cabinet. On était un cabinet certifié. On travaillait tous sur les mêmes modalités de contrôle. Donc non, il n'y a jamais eu aucun souci. Les clients m'appelaient directement. Ils demandaient pas forcément à parler à un avocat ou à l'avocat associé. Non, j'avais vraiment de bons rapports avec les clients, quoi. Et puis justement, quand j'ai voulu prendre la passerelle, j'ai eu plein de clients qui m'ont fait des attestations parce qu'ils étaient contents de moi et que voilà, ils avaient envie que je réussisse à devenir avocate. Et vous avez évoqué une petite chose là et je suis curieuse, vous avez dit que vous étiez un cabinet certifié. Quel genre de certification? ISO 9001. Ok. Ouais, j'étais responsable qualité du cabinet pendant tout le temps où on a été certifié. C'est une démarche que vous avez faite. Le cabinet était déjà certifié avant que vous soyez dedans? Oui, en fait, quand je suis arrivée, il était déjà certifié. Il faisait partie du réseau Alta Juris, qui était le premier réseau d'avocats certifiés. Donc voilà, on a poursuivi la route de la certification. Après, c'est vrai qu'Alta Juris, on s'y retrouvait un peu moins. Donc on a renoncé à faire partie du groupe Alta Juris, mais on est resté un cabinet certifié parce que on trouvait que ça nous apportait, ça nous obligeait à une certaine rigueur, parce que c'est vrai que quand un cabinet tourne, on a tendance un petit peu à se reposer sur nos lauriers, à dire c'est bon, ça vogue, on y va tranquille. Alors qu'en étant certifié, on est obligé, chaque année on a des contrôles et on est toujours obligé de chercher des points d'amélioration. Et c'est vrai voilà, ça c'était vraiment un plus pour nous, pas forcément pour les clients. Parce que quand on faisait des enquêtes de satisfaction, des choses comme ça, on leur posait la question, est-ce que pour vous c'est important qu'on soit certifié?
Et en fait, pour le client, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est la gestion qu'on fait de son dossier. Donc voilà, donc on a gardé la certification jusqu'à ce qu'il modifie la norme. Et là, ça représentait vraiment une grosse charge de travail de tout mettre à jour. Et donc on a choisi de renoncer à la certification parce que j'avais pas le temps de faire ça, quoi. C'était pas possible. Et alors peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais quand vous avez créé votre propre structure, vous vous êtes certifié ou non? Non. Non, parce que j'avais gardé les bonnes habitudes. Oui, non, mais comme vous dites que c'est quand même un cadre qui place dans un cadre d'amélioration continue, etc. Après, je comprends que quand il n'y a pas d'avantage direct pour le client, enfin, quand le client voit pas trop l'avantage direct, c'est peut-être plus difficile. Moi, j'ai passé une certification qualité d'organisme de formation continue en octobre pour Fleur d'avocat, pour les formations Fleur d'avocat. Ouais. Et bien évidemment, ça permet d'attester auprès des clients que mes process, que ma manière de concevoir les formations et de suivre a priori est conforme à des référentiels qualité, est audité, etc., etc. Donc bien évidemment, c'est un gage de qualité. Mais je pense que l'argument principal, c'est quand même que du coup, les formations Fleur d'avocat sont susceptibles d'une prise en charge par le FIFPL. Et je pense que c'est surtout ça qui fait que ce référentiel, enfin le fait d'être certifié m'apporte. Donc voilà, mais ça a attiré mon attention, cette histoire de. Je pense pas avoir travaillé dans des cabinets qui étaient engagés dans des démarches certification, donc. C'est un peu mon caractère. Donc c'est vrai que je m'épanouissais bien en tant que responsable qualité parce que j'ai toujours été un peu pénible et un petit peu rigide, et quand il y a des règles, il faut les respecter, etc. Donc en gros là, je suis pas certifiée, mais avec moi-même, je suis pire qu'un contrôleur qualité, quoi. Mon Dieu, quelle horreur, je déteste ça, moi. C'est l'anti-moi. L'anti-moi, ça a été d'une pénibilité terrible pour moi de préparer cet audit et voilà. Bref, j'appréhende déjà l'audit de surveillance tellement. Ouais, mais c'est une forme de défi. Moi, je sais que j'adorais chaque année quand la contrôleuse venait. Je me débrouillais. C'était un peu comme la pub là pour le dentifrice, en disant cette année elle trouvera rien. Elle trouvera rien qui cloche. Et il y a une année, le seul truc qu'elle a trouvé, c'est sur une espèce on avait une plaquette de présentation en salle d'attente avec le truc Alta Juris et tout ça. Le seul truc qu'elle a trouvé, c'est que l'agrafe, elle l'aurait mise dans l'autre sens. Et là, je me suis dit... Et moi, je deviendrais folle. Et l'année d'après, et je sais plus pourquoi, l'année d'après, je lui ai dit, bon, alors, j'ai bien pris note de votre observation l'année dernière, mais en fait, je l'ai pas mise en application parce que si et parce que ça. C'est ma petite victoire. Ouais, je comprends. Non, mais fou. Et du coup, juste pour poursuivre sur cette question rapidement de la certification, Alta Juris, pourquoi est-ce que vous vous y retrouviez plus par rapport à cette histoire d'organisme qualité? Enfin. Alors parce que c'est très encadré. Alors moi ça m'allait très bien. Le problème c'est qu'on commençait mon associé est plus âgé que moi et on commençait à se dire qu'à un moment donné on allait vendre le cabinet. Et on a commencé à se demander qu'est-ce que ça va apporter aux acquéreurs. Et c'est vrai que c'était beaucoup de contraintes, il y avait beaucoup de choses. Alors c'était très bien parce que c'était un réseau. Quand on a des postulants qui font partie du réseau, on sait comment ils travaillent, etc., etc. Ça avait des avantages, mais c'est aussi très contraignant. Ça avait un coût. On travaillait notamment, je sais, avec LexisNexis, ça coûtait très cher. Voilà, on n'était pas un gros cabinet, hein. Donc voilà, en termes de avantages, inconvénients pour nous et pour les repreneurs éventuels, parce qu'on a commencé à penser à ça. On s'est dit que voilà, ça allait être un peu trop contraignant de leur dire bon ben voilà, vous achetez un cabinet, il fait partie d'un réseau. Alors en salle d'attente, il y a des sous-pochettes vertes, il faut écrire ça dessus à tel endroit. Voilà, on a eu peur que ça fasse fuir, ouais. Que ce soit trop contraignant par rapport à ce que ça a apporté. Alors nous, c'est vrai que sur le cheminement, ça nous a apporté énormément. Mais voilà, après il y avait des groupes régionaux qui étaient mis en place, ça stagnait plus ou moins, donc voilà, on s'est un petit peu désolidarisé. On n'est pas les seuls, hein. C'est vrai que le groupe local s'est un peu dissous.
Il y a pas mal de confrères qui ont quitté le réseau, puis il y en a d'autres qui sont arrivés après. Hein, ça, c'est le choix de chacun. Oui, bien sûr. Voilà, mais on n'a pas perdu de clients parce qu'on quittait Alta Juris. Ouais. Bon, c'est super intéressant ce point certification. C'est un point qui n'a jamais été soulevé dans aucune interview Fleur d'avocat. Donc, comme quoi, plus de 100 épisodes plus tard, on trouve toujours des choses nouvelles à aborder. Et donc, vous m'expliquiez que vous passez la passerelle, vous constituez votre dossier pour rejoindre la profession d'avocat et vous associer. Et vous me dites que vos clients vous ont fait des attestations, ont participé finalement à la constitution de votre dossier. Ça a dû être un moment un peu, moi je pense que ça m'aurait ému, très sincèrement. Ah oui, c'était vraiment touchant. Et puis, mais c'est pareil, j'ai demandé quand je travaillais donc dans la société de télésurveillance, on travaillait avec des avocats, avec 2 avocats, un de Saint-Étienne, un de Paris. Et je les ai recontactés parce que c'est bien de parler de ce qu'on fait maintenant, mais c'est bien aussi de parler de ce qu'on fait avant, parce que je faisais valoir aussi mes années de juriste d'avant. J'avais pas assez rien que dans le cabinet. Et donc j'ai repris attache avec ces désormais confrères pour savoir s'ils seraient d'accord pour me faire une attestation. Et tous les deux l'ont fait immédiatement. Celui de Saint-Étienne, on s'était pas parlé depuis je sais pas combien d'années. Il m'a dit mais oui, mais je me rappelle de votre voix et tout. Et ça m'a fait quelque chose. Et les clients, c'est pareil. Quand je leur ai dit voilà, je prépare la passerelle et tout, j'avais un tas d'attestations. Et j'étais fière hein, parce que voilà, mes parents m'ont appris la valeur travail et l'amour du travail bien fait. Donc je travaille pas pour travailler, moi je travaille pour faire les trucs bien. Donc c'est vrai que quand j'ai un client qui est content, pour moi c'est une récompense supplémentaire. C'est pas juste, alors j'aime gagner, hein, je cache pas que j'aime gagner, mais voilà, la joie du client pour moi c'est une récompense, c'est la petite cerise sur le gâteau quoi. Et le rapport client pour moi il est super important. Et tous mes clients au cabinet m'appelaient par mon prénom. Et là maintenant c'est pareil, j'ai mon cabinet, mais on m'appelle toujours par mon prénom, que je sois juriste ou avocate, ça change rien. Ça n'empêche pas le respect. Non, mais bon, la question se pose quand même parce qu'on sait jamais. Et d'ailleurs la preuve, je l'ai posée tout à l'heure. Et il se trouve qu'il y a une personne qui a arrêté de vous parler quand elle a su que vous étiez pas avocat, donc comme quoi. Ah oui, ça c'était. Mais oui, non, mais c'est. Ouais. Et donc vous devenez associé du cabinet. Ça a changé quelque chose? Ça a facilité. Je suis devenue associée et co-gérante. Donc ça a facilité les choses en termes de gestion du cabinet parce que je pouvais faire les choses toute seule sans avoir à aller chercher la signature à droite à gauche. Surtout à droite parce qu'il était tout seul. Donc ça m'a facilité la vie en cela. Après d'être associée, non pas spécialement. L'idée de l'association, c'était à long terme, dans le cadre de la vente du cabinet, d'avoir entre guillemets une sorte de retour sur investissement. De dire au moment où on vendra le cabinet, je récupérerai une part du prix qui dédommagera entre guillemets les années où j'ai été salariée, où j'ai eu un salaire peut-être pas aussi élevé qu'il aurait été ailleurs, parce que c'était une petite structure et parce que l'idée c'était pas de saigner la structure pour se tirer des bons salaires. Donc voilà, c'était surtout ça le but. Après, en termes de, c'est pareil. Au début, c'est idiot, mais j'avais presque honte de le dire parce que je m'entendais super bien avec les avocats collaborateurs. Et le fait de passer associé, ça m'a dérangé par rapport à elle. Enfin, il y avait des consoeurs à l'époque. Mais voilà, ça m'a dérangé parce que je me suis dit, il y a un truc qui va changer. Pour moi, il y avait rien qui changeait. Mais pour elle, forcément, il y a quelque chose qui a changé. Et du coup, je me suis sentie un peu plus à l'écart. C'est vrai qu'avant, je mangeais avec les collaborateurs le midi, par exemple. Et après, je me sentais un peu... parce que quand il y a un truc qui va pas, on discute entre nous, entre collaborateurs, avec le juriste. C'est vrai qu'une fois qu'on passe associé, la confidence, elle est moins facile. Alors que j'étais toujours la même et ça m'arrivait aussi de critiquer le fonctionnement du cabinet, de critiquer mon associé parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout et c'est comme ça qu'on avance quoi. Donc c'est vrai que ça a été un peu délicat par rapport aux collaborateurs. Mais et après, vous avez réussi à finalement maintenir ce lien avec les collaborateurs ou est-ce que vous avez
Enfin, non, voilà. J'ai jamais vraiment réussi. Puis après, bon, vous savez ce que c'est, les collaborateurs, ça reste pas très très longtemps. Donc, j'ai toujours maintenu des bonnes relations, mais c'est vrai que j'ai eu du mal j'avais pas envie de m'imposer. Peut-être que voilà, si j'étais allée me coller, il y aurait pas eu de souci, mais voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait changé, quoi. Alors qu'à la base, bon, c'était vraiment pas le but. Moi, j'avais pas des ambitions de direction, des ambitions de lien hiérarchique ou de quoi que ce soit. C'était pas mon problème. De la même manière que quand moi je suis rentrée, on m'a expliqué ici tout le monde est à égalité. Moi, mon associé a déjà viré des collaborateurs et des clients parce qu'il parlait mal à une secrétaire. Donc voilà, la mentalité du cabinet, c'était ça. Et donc vous dites que ça a quand même changé un petit peu quelque chose dans vos relations, mais un peu malgré vous. J'ai le fait que vous soyez monté en puissance entre guillemets sur des aspects de gestion au sein du cabinet, c'est quelque chose qui vous a été confié, c'est quelque chose pour lequel vous avez montré de l'appétence et donc qui vous a été confié. Comment ça s'est goupillé en fait enfin voilà, le fait que vous interveniez plus sur des aspects de gestion de la structure par rapport aux autres, parce que vous étiez juriste, mais par rapport aux autres qui sont collaborateurs, vous voyez, plusieurs personnes auraient pu un peu voilà. Ouais, dans les faits, je le faisais déjà en fait. Après, sauf que j'allais chercher la signature quand j'en avais besoin. Et le fait que vous le faisiez déjà, ça s'est organisé comment? De fil en aiguille, je pense que ça, quand les associés se sont séparés, j'ai commencé à donner un coup de main à l'associé qui est resté. Après, il a fallu qu'on déménage, donc il a fallu gérer le cabinet, le déménagement. Donc on a commencé à gérer ça ensemble. Et puis on s'est rendu compte que c'était vraiment, on fonctionnait bien ensemble en termes d'organisation. Moi, je suis hyper rigoureuse, hyper organisation, tout ça. Et puis lui, il est plus relationnel. Donc je lui ai dit bon, écoute, je vais faire ça. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée plus ou moins à gérer l'administratif et la compta du cabinet. Moi, ça me dérangeait pas, ça me plaisait bien. Parce que c'est ce que j'aime et moi j'aime les choses qui sont carrées, donc j'aime bien avoir le contrôle un peu de tout. Donc là, Ça a été une appétence et vous vous en êtes saisi un peu au fur et à mesure et il se trouve que elle m'a fait confiance tout de suite en fait, parce que c'est pareil, les chéquiers du cabinet, ils circulaient pas dans le cabinet en libre accès, hein. Voilà, il m'a fait confiance, il a vu qu'il pouvait me faire confiance. Mais qu'est-ce qui fait qu'il vous a fait confiance par rapport aux autres collaborateurs? C'est ça ma curiosité. Je pense que c'est un lien amical qui s'est instauré entre nous tout de suite. Hein. Tout de suite, le courant est passé, donc Puis il a vu que moi j'avais envie d'aider, de faire des choses, de servir à quelque chose. J'ai du mal à voir quelqu'un en difficulté. Donc c'est vrai que quand les associés se sont séparés, c'est pas évident, hein, parce que chacun gérait une partie du truc. Se retrouver tout seul, ça a sans doute pas été évident. Et puis voilà. Moi, je suis en même temps, je pense que j'avais une certaine reconnaissance parce qu'il m'a donné ma chance là où personne ne me l'avait donné, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'arrive avec juste ce que j'ai appris dans les bouquins. Je suis pas avocate, j'ai juste la théorie. Il m'embauche, il me fait confiance, il me forme. Donc quelque part, il y a aussi la reconnaissance. Forcément, il y a un lien qui s'est créé entre nous, qui fait que je lui devais quelque part un gros service. Ouais, vous l'avez vu comme une sorte de dette. Pas une dette, mais un retour d'ascenseur, quoi. Un retour d'ascenseur qui me paraissait naturel et puis qui me demandait pas tellement d'efforts parce que je savais faire. Ouais. Enfin, j'avais envie de faire et je vous aimiez. Enfin, c'est une partie d'activité que vous aimez bien, quoi, la gestion. Ouais, puis ça m'a bien servi dans le cadre du passage de la passerelle, hein, parce qu'on vous pose quand même des questions sur la gestion d'un cabinet. Oui. Si je n'avais été que juriste en droit des sociétés, j'aurais eu quelques problèmes pour expliquer notamment la gestion de la CARPA, parce que je gérais aussi la CARPA. Et là, effectivement, les questions... vous l'auriez expliqué de façon théorique, comme tout bon étudiant qui passe sa déontologie. Voilà, alors que là, j'expliquais, oui, que le formulaire, en plus, il était mal fichu.
Ok. Et donc vous passez associé et ça se passe bien. Votre rôle dans le fond change pas vraiment, si ce n'est que c'est plus simple de faire cette partie de cogestion et que ça change un peu la nature des relations avec les collaborateurs, mais finalement dans le fond pas trop de changements. Et donc une installation ensuite en 2019. Ouais, en fait, il y a eu tout un cheminement avant ça, hein, parce que moi, la spécificité de mon cabinet maintenant, c'est que je ne fais que du droit animalier. Oui. Donc il y a eu tout un cheminement pour passer. Alors parlons de ce cheminement. Moi, Alors, j'étais en train de me dire, ça se trouve, elle fait du droit des sociétés pour des structures qui tournent autour du droit animalier. Enfin, vous voyez, mais donc, on va parler de ce cheminement parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a encore eu une nouvelle reconversion. Ah oui, non, mais en fait, c'est quand je regarde en arrière, je me dis que les choses se sont enchaînées d'une manière que j'ai pas forcément maîtrisée et pour que j'arrive à mon cabinet de maintenant, parce qu'il y a plein de trucs dont j'avais pas envie et que j'ai eu des opportunités, ça s'est fait. Donc il y a eu le passage pour devenir avocate, le passage de la passerelle. Ensuite, j'ai fait du droit des sociétés comme j'en avais fait depuis 2007, tranquillement dans mon bureau, sans jamais porter la robe si j'ai dû manifester 2 fois. J'ai pas plaidé, j'avais pas l'intention de plaider, aucune demande de renvoi. Je suis restée vraiment fidèle à ce que j'avais dit à mon associé. C'est fou ce refus catégorique du judiciaire. Ah oui. Oui, non, c'était vraiment quelque chose qui pour moi était non, c'était pas possible de plaider, c'était pas mon souhait. J'ai entendu une sonnerie. Est-ce que vous avez besoin d'aller ouvrir quelque chose? Oui, si je peux faire juste une petite pause. Oui, bien sûr, allez-y. Excusez-moi. Il y a pas de mal, c'est la vie qui fait interruption. Qui fait irruption, pardon, dans notre échange. Donc je vous disais que c'était fou ce refus de tout judiciaire. Voilà. Ouais, moi j'aime pas parler en public déjà. Donc l'idée de plaider, c'était un truc depuis la fac. Hein. J'étais hermétique à cette idée. Et voilà, c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité de devenir avocate, j'avais bien prévenu que je ne plaiderais jamais. Bon, après l'histoire a montré que voilà. Mais voilà, c'était prévu comme ça. Je deviens associée, mais je ne plaide pas et je n'ai pas plaidé pendant très très longtemps. Et puis en 2015, alors moi j'ai toujours été impliquée dans la protection animale. Hein, depuis que je travaille, je donne de l'argent à des associations. Mais ça s'arrêtait là en fait. Je voulais pas être en contact avec les animaux, faire du bénévolat. De toute façon, j'avais pas le temps. Donc voilà, ça s'arrêtait là mon engagement, mais c'est vrai que à un moment donné, on se pose un peu des questions. En 2015, j'ai perdu un chat auquel je tenais beaucoup. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et voilà, je me suis dit non, c'est plus possible, je vais plus prendre d'animaux. Par contre, il faut que j'arrive à faire un truc pour les animaux en général. Je vais plus faire pour un en particulier parce que c'est trop douloureux. Donc je vais me consacrer aux animaux en général, mais reste à trouver comment quoi. Et puis pareil, coup du destin, quelques mois après, je découvre qu'il se crée un diplôme universitaire de droit animalier à Brive-la-Gaillarde. Et là, je me dis bon sang, mais c'est bien sûr. C'est quand même fou, Brive-la-Gaillarde. Enfin, je veux dire. Ouais. C'est l'université de Limoges qui a mis en place ce DU, donc qui se déroule à Brive-la-Gaillarde. Et quand j'ai vu ça, en fait, tout de suite, je me suis dit mais voilà quoi. Enfin, pourquoi tu y as pas pensé avant? Donc j'ai postulé. C'était la première promotion. J'ai fait partie de la première promotion. Ça a été vraiment une expérience super parce que voilà. Qu'est-ce qu'on voit dans un diplôme de droit animalier? Alors on voit surtout l'ampleur de la matière et j'en avais pas idée, je m'étais pas rendu compte que l'animal en fait il est partout quoi. Il est partout, il est en droit civil, il est en droit pénal, en droit d'environnement, en droit rural. Voilà, j'avais déjà pas cette vision là voilà, pour moi protection animale, c'était comme pour beaucoup de monde les animaux maltraités. Et ça s'arrête là, j'avais pas pensé droit des contrats, j'avais pas pensé voilà à plein de choses comme ça, responsabilité, etc. Donc voilà, ça m'a vraiment ouvert les chakras. Hein. Je me suis dit ah oui, d'accord, c'est tout ça. Ça m'a plu.
Et je me suis dit ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse quoi. Je me suis dit bon ben voilà, tu te retrouves coincé dans un métier, c'était franchement pas une fin pour toi, mais ça peut devenir un moyen de défendre la cause qui est la tienne, puisque moi la cause animale c'est ma cause depuis l'enfance. Et voilà, donc je me suis dit. Alors attendez, pourquoi c'est votre cause depuis l'enfance? Ah, alors ça. Alors le responsable est nommément identifié. Et je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est sa faute. C'est depuis que mes parents m'ont collé devant la télé, devant les émissions d'Alain Bougrain-Dubourg. C'est quoi les émissions d'Alain Bougrain-Dubourg? Alors il faisait des émissions animalières en fait, où il présentait des animaux, toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humour. Il se retrouvait toujours dans des situations très ubuesques avec les animaux qu'il faisait tomber, des choses comme ça. Et puis ben voilà, ça a développé mon empathie pour les animaux. Et je pense que je dois tout à ce monsieur. J'ai eu l'occasion de lui dire d'ailleurs. Ah oui, vous lui avez dit à quelle occasion? Lors d'un colloque qui était organisé justement par l'université de Brive, et puis il intervenait pour parler bien sûr de la faune sauvage, et il dédicaçait son livre. Et bien sûr moi j'avais le livre, et donc il y avait toute une file d'attente et tout. Puis moi j'ai fait exprès de traîner un peu la patte pour arriver pour être la dernière. Ah, la groupie. Ouais, non mais complètement. Et attendez, un Alain avec 2 ailes qui protège les oiseaux, quoi. C'est quelque chose de magique pour moi. Et j'ai attendu d'être la dernière, et donc je suis allée le voir, j'ai fait dédicacer le livre, et puis je lui ai dit que voilà, que c'était lui, c'était à cause de lui qu'il avait changé ma vie, et voilà, parce que c'est important de le dire, je pense, quand le responsable est identifié, il faut le lui dire. Et ouais, ça fait partie des grands moments de ma vie, ça. Ah, juste attention avec votre casque, parce que de temps en temps j'entends des bruits de micro frottés. Je bouge plus. Je m'emballe, ça. Non, il n'y a pas de mal. Donc en tout cas, vous avez pu le lui dire, et vous me disiez que donc votre amour des animaux et votre engagement pour les animaux est né devant ces émissions de télé. Ouais. Et comment est-ce que ça a évolué ensuite? Alors vous dites surtout avec du soutien financier aux associations, voilà, mais donc un attachement particulier à cette cause, au-delà de juste avoir beaucoup d'attachement pour un ou plusieurs animaux de compagnie, par exemple. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et puis moi, c'est vrai que je suis attachée à tous les animaux. Je fais pas de différence entre un chat et une vache. Voilà. Pour moi, tous les animaux méritent d'être défendus. Donc voilà, c'est pareil, c'est toujours cette idée de justice, voilà, c'est pas juste qu'il y en ait certains qui soient super bien traités et puis d'autres beaucoup moins bien. Oui, et donc en fait, ce que je comprends, c'est que vous faisiez du droit des sociétés, ça vous plaisait. Oui. En fait, vous êtes venu au droit des sociétés un peu en mode une matière qui me plaît et qui me demandera pas de plaider. J'ai pas de sens particulier qui se dégage de ce que je fais. J'ai le plaisir de travailler et de faire du bon travail, mais voilà, c'est pas ma mission de vie, quoi. C'est ça. Si ce n'est le fait que je travaille bien, et que en soi le fait de faire du bon travail est une valeur importante pour vous. Et puis là vous découvrez cette histoire de droit animalier et vous vous dites que vous pouvez faire du droit pour aussi servir quelque chose, comme un moyen pour servir quelque chose qui vous tient à cœur, et ça vous fait switcher. Est-ce que avant de découvrir ce DU et de vous investir dedans, est-ce que il y a eu une phase où vous vous posiez des questions sur un peu votre exercice professionnel, peut-être une phase de lassitude ou quoi que ce soit, ou non, c'est juste ça s'est présenté à vous et vous vous êtes dit super chouette, et puis ensuite vous avez mis le pied dans un engrenage qui vous a plus quitté? Non, c'est vraiment. J'ai eu un déclic à la mort de mon chat, c'est vrai, parce que mon chat avait été beaucoup là quand je bossais pour devenir avocate. Donc, en fait, j'ai son numéro de tatouage qui est brodé dans ma robe. Il est très impliqué. Il était très impliqué à se mettre sur votre ordinateur pendant que vous essayiez de travailler. C'est ça, il était sur les bouquins, tous les soirs il était là, je lui récitais, donc en fait il en sait autant que moi, il en savait autant que moi sur la déontologie. Bah oui, bien sûr. Voilà, donc non, c'est vrai que voilà, quand on rentre après une journée de boulot, on n'a pas forcément envie de bosser, et puis voilà, d'avoir une petite bête qui est toujours là, à droite à gauche,
voilà, je l'ai vu comme un soutien. Il était toujours là à m'écouter. Je devais le saouler, mais voilà, il était toujours là. Et c'est vrai que quand j'ai réussi le passage de la passerelle et que j'ai fait broder mon nom, j'ai pas mis mon prénom, j'ai mis juste mon nom et puis j'ai mis son numéro de tatouage. Et je lui ai dit voilà, tu mérites autant que moi, donc on sera deux dans la robe. Et puis au final, quand il est parti et que j'ai dit voilà, je veux plus me consacrer à un seul animal parce que c'est vrai que c'est trop douloureux après. Je veux faire un truc pour les animaux en général, mais je savais pas quoi. La quarantaine approchait, donc voilà, c'est une période où j'ai beaucoup réfléchi. Enfin, et puis ce DU qui tombe là comme voilà, qui tombe du ciel. Voilà, là j'ai compris et puis je me suis dit voilà. Et à partir du moment où j'ai compris ça, où le déclic s'est fait, je me suis dit c'est ça, t'es faite pour ça en fait. Donc c'est vrai que le droit des sociétés, j'ai rien contre lui. Mais je l'ai vu d'un tout autre œil. Alors quand je suis rentrée du DU, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un département droit animalier au sein du cabinet, à côté de toutes les matières de droit des affaires, un petit département à droit animalier. Et j'ai fait en parallèle, parce que bien sûr, j'étais associée, mais en même temps, il faut quand même être productif, c'est-à-dire qu'il fallait quand même que je continue d'amener de l'argent à la structure. Donc c'est une sortie, vous inquiétez pas. C'est une sortie. Voilà, donc c'est quelqu'un qui sort de la maison. Ah d'accord, ok. Pardon. Voilà. Et donc voilà, qu'est-ce que je disais ? Je suis navrée. Je ne sais plus ce que je disais. Vous disiez que vous approchiez de la quarantaine, que il fallait quand même que vous étiez associé, mais qu'il fallait quand même que vous rameniez de l'argent à la structure. Voilà, c'est ça. Donc j'ai continué de pratiquer le droit des sociétés. Voilà, j'y mettais mon cœur, parce que voilà, ça, j'avais rien contre cette matière. Et puis voilà, je suis pas du genre à faire les choses par-dessous la jambe parce que j'ai pas envie de les faire. Quand j'ai plus envie de les faire, j'arrête. Et c'est ce qui s'est passé parce que voilà, en faisant les deux matières en parallèle, je voyais bien que moi je m'épanouissais en faisant du droit animalier, ça rapportait rien à la structure, ça c'est sûr. Mais j'allais vous demander quid du développement et quid du chiffre d'affaires et enfin je veux dire ces aspects. Déjà comment est-ce que parce que vous étiez associé, mais vous étiez donc associé, vous aviez un associé et vous aviez aussi donc une équipe. Comment est-ce que ça a été perçu par l'équipe? Quelle a été la réception de ce développement ou de cette... Alors, mon associé a tout de suite dit oui, parce qu'il me connaît, il sait très bien que les animaux c'est mon dada. Quand je lui ai parlé du truc, je devais avoir des étoiles plein les yeux, donc il a dit oui, il a même pas discuté. En plus, ça a amené une petite spécificité au cabinet. Et puis je lui disais, de toute façon, et puis ça c'est avéré vrai, parce qu'il y avait des clients qui venaient me voir pour du droit animalier et qui derrière avaient un problème en droit commercial ou en droit immobilier. Donc quelque part, il y avait des retombées pour les autres départements. Donc c'était pas forcément plus mal. Et puis inversement, on avait des clients en droit immobilier qui pouvaient rencontrer une difficulté en droit animalier. Donc ça, finalement, ça se fondait bien dans la structure. Et puis par rapport aux collaborateurs, ils ont trouvé ça étonnant au début, mais bien. Tout le monde a été super enthousiaste. Mais c'est vrai que depuis, de toute façon, que je pratique le droit animalier, j'ai que des gens bienveillants, autour de moi. Donc, jamais eu quelqu'un. Enfin, si, au début, quand j'ai créé le cabinet, après, mais des gens qui pensaient que j'étais suicidaire, et je le suis peut-être. Mais voilà, là, dans le cadre du cabinet dans lequel j'étais associée, non, ça s'est vraiment fait de manière très naturelle. Ça a été super bien accueilli par tout le monde. Les clients, voilà, du coup, ça leur posait des questions. Ils ont commencé à voir fleurir en salle d'attente des dépliants d'associations, des magazines animaliers. Donc voilà. Ça diversifie un peu, ça a changé de Tribune de Lyon et de l'Express, du Point, voilà, il y en avait un petit peu pour tous les goûts, ça mettait un peu de légèreté aussi parce que voilà, finalement quand on vient, qu'on est angoissé pour un dossier, de regarder un magazine où il y a des chiens, ça peut détendre aussi. Et donc vous entreprenez de développer cette activité après ce DU. Comment est-ce que vous vous y êtes prise? Alors j'ai l'avantage d'avoir un peu une double vie, puisque moi à la base je suis militante animaliste. Mais alors je comprends pas. Vous dites que vous ne vous engagiez pas autrement qu'en donnant de l'argent.
Oui, non mais ça, le militantisme, c'est pas depuis mon enfance. Hein. D'accord. Donc quand est-ce que ça a commencé c'est venu dans les années après 2010 quoi. Okay. J'ai commencé à m'impliquer un peu quand je suis arrivée sur Lyon. Voilà, j'ai commencé à connaître des associations, je faisais des manifs, mais bon, des manifs, c'est pas aller faire du bénévolat dans des refuges ou des choses comme ça. Ça, je le faisais pas. Des manifs, bon bah c'est facile entre guillemets, mais ça permet aussi de faire connaissance de gens, de savoir ce qui se fait, ce qui existe, etc. Et donc du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée, ne serait-ce qu'au DU de Brive-la-Gaillarde, j'avais déjà développé un réseau. Donc voilà, je connaissais des gens qui connaissaient des gens qui connaissaient des gens. Après, bon, quand on connaît les gens personnellement, c'est un peu plus facile parce qu'ils savent qui vous êtes. C'est vrai que de premier abord, je sais que je ressemble pas forcément à l'avocat typique. Je sais pas à quoi ressemble un avocat ça typique. Plaît ou ça plaît pas, quoi. Enfin, je suis parfois peut-être un peu trop spontanée, un peu trop, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent du coup avoir peur en se disant elle est peut-être pas assez carrée. Alors je le suis, mais ça se voit pas forcément. Voilà. Donc voilà, pour le développement de la clientèle, ça a été ça. Et ça a été les premiers dossiers, ça a été par mon réseau. Et c'était quoi les premiers dossiers? C'était quel type de dossier? Le premier dossier que j'ai plaidé, c'était un dossier de maltraitance animale dans un élevage de bovins. Et donc, c'est quoi un dossier de maltraitance animale? Enfin, c'est qui demande, qui défend? Pour le coup, c'est un éleveur qui avait pas compris ce qu'était un animal et qui traitait les animaux comme des outils de production. Dans ces cas-là, il y a des contrôles qui sont opérés par les DDPP, donc Direction départementale de protection de la population. Et quand ils constatent effectivement que les animaux sont en danger, maltraités, etc., ils font des retraits administratifs. Sauf que quand on retire un cheptel de 150 ou 200 bovins, il faut derrière avoir une structure pour les accueillir. Ça, l'État n'a pas. Donc l'État fait appel à des associations de protection animale, des ONG, qui vont avoir les structures adaptées pour accueillir ces animaux. Donc du coup, ensuite, il y a une procédure pénale qui est engagée. Et les associations se constituent partie civile, notamment pour obtenir la confiscation définitive des animaux, pour pas qu'ils retournent là-bas, et éventuellement une interdiction d'exercer le métier d'éleveur, une interdiction de détenir des animaux, le remboursement des frais de pension, parce que ça peut aller très très vite sur un cheptel de 100 bovins, quand la procédure dure 1 an et demi, on peut arriver à 40 000 euros. Et donc, en fait, vous qui ne souhaitiez pas plaider, vous vous retrouvez à faire du droit pénal. C'est ça. Et oui, alors le premier dossier, je vous avoue que j'avais dans mon salon le directeur donc de cette grosse ONG et on avait des liens amicaux, on se connaissait. Bon, il connaissait mon parcours. Donc et vous connaissiez de votre militantisme, de votre engagement au sein des associations, tout à fait. Au niveau lobbying, manif, etc. C'est ça. Et puis pareil, le destin veut qu'il habite à 400 mètres de chez moi à vol d'oiseau, quoi. Donc c'est voilà, donc bon, il s'est retrouvé dans mon salon, on prenait l'apéritif tranquille et puis il me dit au fait telle date, j'ai un dossier sur Bourg. Oui, j'ai dit c'est bien, il me dit c'est toi qui vas le plaider. Et oui, j'étais sûre parce que bon, enfin dans ma tête voilà, première audience, première plaidoirie, c'était un peu compliqué dans ma tête, mais non, il m'a fait confiance, il n'est même pas venu à l'audience, je suis allée toute seule comme une grande. Bon, j'en ai pas là. Ça s'est passé comment cette audience? Ça s'est passé plutôt bien. Alors j'ai eu la chance aussi que le prévenu a fait quand même une bonne partie du boulot tout seul, comme ça arrive parfois. Avec un confrère adverse désastré. Ouais, c'est ça. Donc il était gratiné. Donc quelque part, bon, ça m'a un peu rassurée. Mais bon, il y avait un confrère et tout, c'était une vraie audience. Et puis voilà, bon, moi je m'étais préparé mon petit speech, je le fais encore d'ailleurs. Je m'étais fait mes fiches et tout. Enfin, je voulais tellement bien faire. J'avais gagné, donc j'étais contente. Mais c'est vrai que la première, j'en menais pas large. Et puis mon problème à moi, c'est que n'ayant pas fait l'école des avocats, n'ayant pas eu la pratique, n'ayant même pas eu la curiosité. Enfin, si 15 jours avant, j'y étais allée quand même en sous-marin dans la salle d'audience pour m'imprégner des lieux et tout. Mais là, je connaissais pas les usages. Alors je disais à mon associé, enfin mon associé, c'était dans le cadre de l'ancien cabinet. Je disais mais comment je fais quand j'arrive? Je dis bonjour à qui? Je serre la main, je fais quoi? Je me présente. De quel côté je me mets? Enfin des questions aussi bêtes que ça. Oui. Des questions d'usage.
technique. Je vous rassure, hein, je pense que même quand on a fait l'école d'avocat, on connaît pas ces usages vraiment. Moi, les collaboratrices, quand elles partaient à leur première audience, j'étais mais dans mes petits souliers, je transpirais, je leur disais t'inquiète pas, ça va bien se passer, machin, j'angoissais pour elles. Elles revenaient, j'y allais vite en disant comment ça s'est passé. Oh super bien. Je me disais bon sang. Elles sont beaucoup plus audacieuses, les jeunes, que que je ne l'étais le jour de ma première audience. Ouais, juste encore une, désolée d'insister, mais attention à votre micro parce que j'aurais entendu des petits bruits de andouille. Alors je vais essayer de l'accrocher quelque part. Et donc d'accord, donc ça c'est le premier dossier, donc un dossier pro bono. Oui. Pro bono. Et vous dites qu'au début ça et puis ensuite les autres dossiers sont venus, j'imagine d'autres dossiers par le voie de cette association. Oui, je travaille toujours pour cette association, puis je travaille pour d'autres et voilà, parce que c'est vrai qu'un client satisfait, c'était le mode de développement du cabinet dans lequel j'étais de toute façon. Il a jamais fait de pub, il a jamais voilà, c'était vraiment le bouche à oreille. Et c'est le bouche à oreille qui a fait que j'ai pu avoir quelques dossiers, pas des dizaines et des dizaines, hein, mais dans le cadre de ce cabinet-là, oui, j'ai quand même eu quelques dossiers intéressants, voilà, qui m'ont conforté dans l'idée que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, quoi, parce que je me sentais utile. C'était différent. Le droit des sociétés, c'était bien. Je savais que je faisais du bon boulot, les clients étaient satisfaits. Mais là, je me sentais vraiment utile et une cause qui m'est chère, quoi. Donc le matin, je me levais, j'étais contente, quoi. C'était voilà, j'allais pas juste bosser, j'allais œuvrer, quoi. Ouais, c'est beau de le dire comme ça, j'allais pas juste bosser, j'allais œuvrer. Et l'activité, alors vous dites qu'au début ça ramenait pas de chiffre d'affaires, à partir de combien de temps est-ce que ça a commencé du chiffre d'affaires et qu'est-ce qui a fait que ça a commencé à ramener du chiffre d'affaires? Parce que dans l'absolu, on peut faire du pro bono pendant longtemps, hein. Non, mais moi j'ai pas fait du pro bono pendant longtemps. J'ai vraiment fait du pro bono sur le premier dossier parce que j'ai considéré que à la limite c'était moi qui devais un service. Vraiment, parce que me faire confiance comme ça à l'aveugle, ils savaient que j'avais peur. Voilà, vraiment, bon, c'est toujours mon sens de la reconnaissance. Hein, ça, c'est un truc qui ne quittera sans doute jamais. Mais après, je n'ai pas travaillé gratuitement parce que j'estime que c'est une matière, et j'ai encore le problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui estiment que c'est une matière qui se pratique forcément gratuitement, mais non, c'est pas le cas. C'est une matière qui est technique. C'est une matière qui est pas une matière à part entière, à part. C'est une matière qui est pas, je veux dire, elle dépend de plein de pans du droit. Donc c'est pas un truc qui est à part, un petit texte comme ça qu'on applique. Non, il y a du droit civil, on peut faire du droit d'environnement, on va aller voir le code rural, il y a le code de la chasse, etc., etc. Oui. Enfin, c'est très varié. On est des avocats qui avons les mêmes obligations de formation, la même compétence, la même responsabilité, faut pas l'oublier, hein, et les mêmes charges que les autres avocats. Donc c'est vrai que du pro bono, j'en fais quand je décide d'en faire. Mais c'est pas la majorité de mes dossiers, et même dans le cabinet d'avant, c'était pas la majorité de mes dossiers. Je peux rendre service sur un petit truc, mais mener une procédure pro bono, non. Et je pense que ça sert pas la matière et ça sert pas notre métier non plus. Parce que voilà, à un moment donné, il faut qu'on arrête, quelle que soit la matière, de travailler gratuitement, de donner des consultations gratuites sur Internet, comme on a vu, voilà, que c'était proposé pendant le confinement, des choses comme ça. Dire tout travail mérite salaire. Je veux bien qu'il y ait accès au droit pour tout le monde, mais à un moment donné, on ne peut pas travailler gratuitement. Moi, je ne peux pas en tout cas. Donc, les honoraires sont modérés, bien entendu. Dans le cabinet précédent, étaient modérés aussi. Mais voilà, symboliquement, c'est pas une sous-matière. Et je ne travaille pas que pour des associations. Non, mais j'allais vous demander en fait le développement de cette activité et donc ce que je comprends c'est que en fait vous avez fait un dossier pro bono au début qui effectivement c'est un peu l'opportunité enfin voilà l'opportunité d'intervenir est un paiement en soi parce que ça permet d'enclencher le bouche à oreille etc. Et puis ensuite vous avez tarifé vos interventions assez rapidement. Oui. Sachant que c'était pas le même taux horaire que le cabinet droit des affaires. Oui, bah j'imagine, mais ça après c'est, enfin, je sais pas, vous me contredisez ou non, mais je pense que c'est aussi des choses qui se font progressivement. Enfin, je veux dire, on peut dire,
oui, dès le départ, je m'affirme hyper fort dans des honoraires, dans la fourchette et tout. Bon. Non, puis on peut pas dans cette matière-là, parce que dans cette matière-là, il y a des enjeux financiers, parce que les enjeux sont pas financiers en fait dans cette matière-là. Donc les enjeux financiers sont tellement limités. Enfin moi, je veux dire là aujourd'hui, au niveau de mon cabinet, j'ai rien de mon tribunal judiciaire, j'ai que du proximité. Donc on est en dessous de 5 000 euros. Donc je vais pas facturer 3 000 euros d'honoraires sur un dossier où l'enjeu financier est à moins de 5 000. Enfin, intellectuellement, c'est pas possible, quoi. Et donc les autres dossiers, ils sont venus toujours par le réseau? Oui, toujours. Ouais. Avec une augmentation du chiffre d'affaires rapide, plutôt lente. Est-ce que à partir de quel moment vous vous êtes dit que ça pouvait être une activité à part entière? Alors en fait, je suis pas restée suffisamment comme ça dans cette situation-là pour voir une augmentation du chiffre d'affaires ou qu'aux caisses, parce que bon, ça a pas duré très longtemps. Hein. J'ai commencé à penser à constituer mon cabinet. Chiffre d'affaires, non, je pensais pas, et je sais toujours pas si c'est le cas, que ça pourrait rattraper un autre département du cabinet. Jamais j'ai pensé que ça pourrait être un département à part entière. Comme le droit commercial ou même le droit social qui est en train de se casser la figure, voilà. Mais bon, ben voilà, il y avait un petit peu de sous qui rentraient, il y avait des clients qui rentraient, ça faisait parler du cabinet, voilà, ça créait une sorte d'émulation. Et puis voilà. Puis le plus important, c'est que moi ça me plaisait. Et à un moment donné, je me suis dit le problème, c'est que je suis dans un cabinet de droit des affaires, je peux pas communiquer. Tant que ça, je vais pas mettre en avant le tout petit département machin. Et je me suis dit bon ben voilà. Et ça pose un problème de projet et de vision, quoi. Et donc de communication et de visibilité. C'est ça. J'avais envie de communiquer, j'avais des idées, alors bon après je pouvais pas emporter le cabinet dans mon délire entre guillemets. Voilà, il fallait que ça reste quand même un cabinet de droit des affaires. Moi, j'avais déjà dans ma tête une idée de logo, j'avais déjà, enfin voilà, j'étais vraiment, mais c'est un projet qui se prépare et c'est un projet que j'ai préparé, voilà, pendant plusieurs années. Et donc, comment est-ce que vous avez préparé ce projet? Alors déjà, j'avais mis des sous de côté, alors pas forcément pour ça, mais du coup, ben voilà, c'était pas mal que je parte pas de zéro. Et puis à partir du moment où j'ai eu cette idée, j'ai mis à gauche tant que j'ai pu, parce que je savais très bien qu'au début, ce serait compliqué. Il y a déjà l'investissement de départ. Parce que bon ben voilà, j'ai voulu créer une CELARL pour pouvoir justement avoir un nom commercial, pouvoir communiquer. Voilà, c'était important pour moi de communiquer là-dessus sur le côté monothématique en fait, de faire que ça. Donc voilà, donc c'est surtout sur le plan financier que j'ai préparé ça. Et puis après, oui, j'avais fait mes listes, je m'étais acheté un cahier en me disant faut que tu penses à ci, faut que tu penses à ça et machin, parce que il y a beaucoup de choses à penser. Et j'avais l'avantage d'avoir géré le cabinet d'avant pour savoir comment ça se passe. Et quand on change de barreau, par exemple, parce qu'on avait acheté un cabinet secondaire, on avait deux cabinets en fait avec le cabinet précédent. Donc voilà, les inscriptions dans l'autre barreau, etc., puisque moi j'avais décidé de m'installer à Bourg. On avait deux cabinets, un à Lyon, un à Bourg. Je m'étais rendu compte au niveau de la relation clientèle que c'était pas pareil. Et je préférais la relation clientèle de Bourg. C'est-à-dire près des gens. C'est moins froid qu'à Lyon. La relation était vraiment pas la même. À Bourg, on voyait régulièrement des clients débarquer. En gros, j'ai vu de la lumière. Voilà. Alors ça plaît pas. Moi, c'est vrai que j'aime bien être près des gens. Donc je me suis dit voilà, ce sera Bourg-en-Bresse, parce que ça aussi ça fait partie des décisions à prendre. Alors là on m'a dit non mais attends, tu te rends pas compte, déjà tu vas faire un truc qui est un peu qui sort d'ordinaire. En plus Bourg-en-Bresse, tu devrais te mettre à Paris, c'est plus stratégique. Mais moi je suis pas vraiment stratégique comme fille. Je fais les je sais pas, d'un autre côté est-ce qu'il y a, enfin je veux dire je me rends pas compte du droit animalier qu'il y a ou pas à Paris, mais Bourg-en-Bresse, une zone rurale, enfin je veux dire vous êtes en train de me parler de cheptel de vache, je vois pas en quoi c'est pas stratégique. Enfin non, c'est en termes de visibilité, en termes de visibilité, de crédibilité. Oui, mais la visibilité, ce qui est important, c'est la visibilité auprès des clients que vous voulez servir. Si les clients que vous voulez servir ils sont à Bourg-en-Bresse, il y a pas de raison d'être à Paris, quoi. Limite, les clients de Bourg-en-Bresse, ils penseront pas forcément un avocat parisien, parce que justement il est loin, on peut avoir un a priori que du coup ça va être plus cher, etc. Donc moi c'est des je viens vous corriger sur cet a priori de vous êtes pas stratégique, mais oui d'accord, c'est des choses qui vous ont été dites, quoi.
Oui, c'est des choses qui m'ont été dites. Après, c'est vrai que j'ai pas de clients sur Bourg, spécialement. Enfin, en fait, mes clients sont sur toute la France. Je ne les vois jamais. Et c'est intéressant ça. Donc, vous vous êtes pourquoi est-ce que donc vous vous êtes installé à Bourg parce que par rapport aux clients du cabinet dans lequel vous étiez associé, vous trouviez les clients de Bourg plus sympathiques. Dites pas ça, mes clients lyonnais vont pas être contents. Non, c'est pas ça. C'est que c'est pas moi qui le dis, relation est plus la relation humaine, en fait. La relation était plus humaine. Voilà, pardon, on va le tourner comme ça. Et donc c'est ça qui fait que vous vous installez à Bourg. Ça a impliqué que vous déménagiez ou quoi que ce soit? Non, j'habitais déjà à Bourg, mais je pouvais installer mon cabinet à Lyon puisque de toute façon je suis hébergée chez mon ancien cabinet. Oui. Donc j'avais le choix de m'installer sur Lyon et de rester au barreau de Lyon, ou alors de changer de barreau, de m'installer sur Bourg. Voilà, donc j'ai pas choisi forcément la facilité, mais je regrette pas. Mais c'est ça que je trouve fou, c'est pourquoi vous dites que vous n'avez pas choisi la facilité, alors que ah oui, parce que ça a impliqué un changement de vie. J'étais déjà au barreau de Lyon, j'étais installée, j'avais mon bureau, tout bien. Oui. J'avais pas de bureau à Bourg en fait, dans les locaux. Moi, je travaillais sur Lyon en fait. D'accord, c'est ça. Maintenant, je comprends. Le droit des sociétés, il était basé à Lyon. Donc il y a ce changement de domiciliation et avec ce que ça comporte de voilà. Et finalement, à Bourg, vous avez pas nécessairement, enfin votre clientèle est pas nécessairement à Bourg, elle est partout. Elle est partout. Elle est dans toute la France. Je plaide dans toute la France. J'ai des clients dans toute la France. Je ne les rencontre souvent que le jour de l'audience. Et alors, ça ne pose pas de problème. Comment, enfin, j'aimerais juste revenir sur la phase de préparation de votre installation. Donc vous dites, vous avez mis de côté le autant que possible pour préparer un début d'installation avec un chiffre d'affaires. Est-ce que c'est indiscret si je vous demande quand vous vous êtes installé, vous aviez combien à peu près de côté? J'avais à peu près 20 000 euros de côté. Et donc vous avez cette réserve pour encaisser cette première année potentiellement difficile. Toute l'autre to-do list de tout ce que vous deviez faire et qu'est-ce que vous pensiez être les choses que vous deviez faire avant que ce soit officiel et que vous vous installiez? À faire avant? Oui, vous avez dit ça a pris plusieurs années en fait cette oui, préparation. Parce que moi, il fallait que je me dessine le truc. Alors c'est pareil, j'ai besoin de pouvoir me projeter. Donc il faut que les choses elles soient voilà, faut pas qu'il y ait d'inconnu en fait, que tout soit sous contrôle, que je sache exactement où je vais, comment j'y vais. Voilà, donc dès que ça a été clair dans ma tête, parce que bon voilà, on peut avoir l'idée, mais après il faut qu'en pratique je sache exactement. Donc voilà, ça a été ok, je vais ouvrir un cabinet. Voilà, je vais Lyon ou Bourg. Bon, plutôt Bourg. Voilà, comme ci, comme ça. Le logo, comment je vais faire, machin, le site internet, le truc. Voilà, une fois que tout a été sous contrôle, alors bon, pareil, j'avais choisi un nom qu'on m'a refusé. Donc il a fallu que je refasse mes trucs. C'était quoi le nom qu'on vous a refusé? En fait, moi, je voulais appeler le cabinet Animalex, avocat animaliste. Et en fait, on n'a pas voulu que je mette animaliste. Au niveau du CNB, ça a bloqué parce que ça induisait, ça pouvait laisser penser aux gens que j'étais spécialisée en quelque chose, sachant que la spécialité n'existe pas, droit animalier, qu'ils ne veulent pas la créer, parce que je demande chaque année. Donc, la vision, peut-être à un moment donné, ils en auront marre. La punaise. Mais, donc voilà, il a fallu que je refasse mes formalités, donc ça m'a aussi un petit peu décaler le premier conseil, ne pas commencer ces formalités avant d'être sûr que le nom est validé. Ouais, mais à un moment donné, on est obligé pour monter le dossier à l'ordre. C'est vraiment à ce moment-là que ça a bugué parce qu'au niveau de l'ordre, on vous demande de cabis, on vous demande tout quand on part en CELAR. Donc c'est pas grave. Après, j'ai revu ma copie, j'ai enlevé. C'est pas grave, j'y reviendrai quand on aura le droit. Oui, ça vous êtes parce que mais c'est très personnel hein, mais moi je trouve que Animalex c'est hyper clair. Pourquoi est-ce que vous sentez le besoin qu'il y ait en plus dans votre nom de cabinet avocat animaliste?
Parce que l'animalisme, c'est vraiment quelque chose de, voilà, c'est le fait de vouloir reconnaître des droits aux animaux. Et pour moi, c'est un plus, quoi. C'est voilà, c'est vraiment une démarche philosophique et voilà, mais d'un point de vue de marque, votre mission, l'énoncé de votre mission, il est pas nécessairement, enfin, je veux dire, il est pas nécessairement à inclure dans votre nom. J'allais dire commercial, c'est l'anti-mot à prononcer d'un point de vue déontologique, mais dans votre dans l'intitulé du cabinet, vous voyez. Enfin, je sais pas, je trouve ça intéressant. Je suis curieuse de. Non, mais c'est le côté militant aussi. Hein. Vous voulez graver dans le marbre de votre cabinet. Au départ, j'avais pensé avocat militant. Je me suis dit ça passera jamais. Et ça, j'étais quand même consciente de la limite. Hein. Avocat militant animaliste. Ah ouais, là, ça faisait carrément beaucoup trop. Mais non, animaliste. Enfin voilà, je leur ai expliqué qu'un animaliste, il n'était pas plus extrémiste qu'un humaniste, quoi. C'est juste quelqu'un qui souhaite qu'on reconnaisse des droits à quelqu'un en particulier, quoi. Donc, mais bon, ça, mes explications n'ont pas convaincu. D'accord. Donc il y a eu cette question autour du nom. Mais ce que j'entends de ce que vous avez expliqué tout à l'heure, en fait, c'est que vous avez été en plein syndrome de bon élève perfectionniste qui, pour se lancer, veut que tout soit bien carré et bien clair. Et ouais, puis il y a eu des contretemps, il y a eu des imprévus, parce qu'au départ, je partais avec 30 000 euros. Et puis, je me suis fait escroquer de 10 000 euros. Donc forcément, on revoit un petit peu les trucs. Dans un contexte pro, pas du tout. J'ai prêté de l'argent à un président d'association de protection animale qui est parti avec la caisse. Ah mince. Voilà. Bon, sympa. Ça m'a fait un dossier de plus. Ouais. Et vous avez récupéré les 10 000 ? Il a été condamné, mais bon, pour l'instant, voilà, faut qu'on fasse exécuter. Mais voilà, bon, ce sont des choses qui arrivent. Comme quoi, même vous l'avez vécu comment ça? Parce que 10 000 euros, c'est une petite somme. Assez mal, parce que là, j'ai vu mon projet s'effondrer. J'ai refait mes calculs, j'ai divisé. Parce que moi, je partais un petit peu la fleur au fusil. Je m'étais dit, ouais, c'est ce que j'avais dit à mon associé. J'avais dit, ouais, je vais ouvrir le cabinet donc début juillet, puis je verrai en décembre où j'en suis, puis je prendrai une décision. Parce que l'idée, c'était de faire un test de viabilité économique. Et je me suis dit, si ça marche pas, je ferai autre chose, mais je quitte le métier. Bon. 6 mois après, je me suis dit, tu vois quand même court, t'es un peu optimiste là. Donc c'est vrai qu'en partant avec un handicap de 10 000 euros, voilà, je me suis dit on va voir. Je faisais mes petits calculs et tout, donc c'était pas tout sous contrôle. Et puis finalement, voilà, on y arrive quoi. Et on y arrive et donc vous voilà, là vous vous installez et cette phase, du coup cette phase test. Elle est toujours en cours. Elle est toujours en cours parce que ça fait combien de temps que vous vous êtes installé 1 an et demi, ça fera. 1 an et demi. Oui, mais je veux dire la phase test des 6 premiers mois. La phase test des 6 premiers mois, si j'avais dû dresser un bilan en fin décembre 2019, j'aurais arrêté. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous avez pas arrêté? J'avais pas envie d'arrêter. Ouais. Non, parce que j'avais pas envie d'arrêter. Voilà, j'ai des membres de ma famille qui m'ont aidé aussi financièrement. Parce que voilà, à un moment donné, il faut quand même pouvoir vivre. Parce que quand on se lance dans une aventure comme ça, on sait très bien que pendant quelque temps, on va pas pouvoir se verser quoi que ce soit. C'est peut-être pareil, hein, une question indiscrète, mais vous avez des enfants, vous avez... Non. D'accord. Non, sinon je me serais peut-être pas lancée non plus dans une aventure comme ça si d'autres êtres dépendaient de moi à part mes 3 chats. Donc vous dites que vous vous installez et qu'au bout de 6 mois, si ça n'avait été l'envie, vous auriez arrêté parce que les dossiers rentraient pas, parce que les honoraires rentraient pas, quelles étaient les difficultés? Je m'étais dit, de toute façon, si 6 mois après la constitution du cabinet, je peux toujours pas me verser de salaire, ça va être compliqué. Parce que voilà, il faut je partais avec mon petit handicap financier, donc voilà. Et puis voilà, je me suis dit tu vas pas c'est pour voir. C'est vrai que c'était assez innovant, un cabinet qui ne fait que ça. C'est une matière qui revient un peu à travailler plus pour gagner moins quoi. Donc il fallait que je voie, j'en savais rien moi, je savais pas du tout en termes de chiffre d'affaires ce que ça pouvait représenter. Je le sais toujours pas parce que c'est très aléatoire hein. J'ai pas encore clôturé de bilan.
parce que mon premier exercice se termine au 31 décembre. Oui, Donc voilà, aussi. je m'étais dit, t'arrêteras, tu feras autre chose. Et puis c'est vrai que je suis pas spécialement attachée au métier d'avocat. Donc Là, par j'aime ce contre, que je fais. t'arrêteras, tu feras autre chose. C'est-à-dire Je quitterai le métier. d'accord, ouais, c'était plus au pire, tant pis, le droit animalier, ce sera un side project Je pour le fais le pro autrement. bono, mais par contre, même pas l'envie de potentiellement retourner au droit des sociétés, quoi. C'est vraiment changer de Jamais de métier. la vie. Ah ouais. Jamais de la vie. Moi, vraiment là maintenant, j'aime ce que je fais de ce métier, mais si je peux plus en faire ça, j'ai plus rien à y faire en fait. Ouais. J'ai plus rien à y faire parce que c'était pas ma vocation. Et voilà, là c'est vraiment parce que c'est en lien avec la cause que je défends et que ça me permet de faire des choses que j'y suis. Mais voilà, le jour où ça s'arrête, si ça s'arrête, pour moi, ça sera pas un échec de vie. Je passerai juste à autre chose. J'ai plein d'autres idées derrière, toujours en lien avec les animaux, puisque maintenant j'ai trouvé ma voie. Voilà, je changerai pas, que ce soit avocat ou autre chose, ce sera toujours pour les animaux, quoi. Et donc, vous dites que si vous aviez dû clôturer au bout de 6 mois, enfin qu'il y avait cette échéance que vous vous étiez fixée, que cette Ouais. échéance arrive et que en fait vous pouvez pas vous rémunérer ou en tout cas ça remplit pas vos conditions et que vous décidez quand même mais encore une fois, ce qui fait que vous arriviez pas à vous rémunérer, c'était que les dossiers venaient pas, c'était plus que les honoraires, parce que on peut avoir des dossiers qui rentrent, mais juste pas réussir à faire rentrer des dossiers payants. Et puis il peut y avoir encore une autre problématique qui est il y a pas de client qui se présente, qui est encore là presque plus une problématique d'acquisition. Et vous, c'était plutôt quelle problématique? Alors, il y a des clients. Le problème que j'ai eu au tout départ, et bon, je travaille dessus encore, hein, c'est ce problème qui consiste à dire que le droit animalier, c'est forcément gratuit. Au départ, je pouvais travailler à plein temps gratuitement, si je voulais, parce que voilà, j'étais très très sollicitée, hein, c'est sûr, mais il y a jamais personne qui pensait que ça pouvait être payant. Donc bon, c'est un peu compliqué de tenir une structure comme ça. Après, des clients, il y en a. Une fois qu'on a posé les choses et qu'on a expliqué ce que je vous disais tout à l'heure, hein, qu'on est un avocat comme les autres, on a juste choisi une matière un petit peu différente, mais qui en fait recouvre d'autres matières qui sont pratiquées par d'autres confrères. Donc on a les mêmes compétences, la même formation, les mêmes impératifs, les mêmes charges. Les clients le comprennent très bien. Alors c'est une matière effectivement, comme je vous disais, où on va pas facturer de la même manière que du droit commercial ou etc. Mais des clients, il y en a. Des honoraires, ils sont modérés, mais il y en a. J'ai très peu d'impayés. En 1 an et demi, j'ai eu 3 factures impayées et c'est parti chez le bâtonnier. Question de principe. Voilà, parce que je veux bien facturer des honoraires raisonnables, mais la moindre des choses, c'est de respecter mon travail. Donc voilà, même une facture de 300 €, moi je vais faire une taxation honoraire. Hein, c'est question de principe. Donc voilà, après, voilà, au bout des 6 mois, mon souci à moi, c'était aussi de me dire, je veux sécuriser la structure. Je veux pas que dès qu'il y a 3 000 € sur le compte, je me prends 3 000 €, quoi. C'était pas mon idée. Moi, je voulais sécuriser la structure. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai fait comme ça, dans mon angoisse chronique, c'est parce que quand il y a eu le premier confinement, il y a beaucoup de confrères qui étaient en détresse et qui angoissaient, etc., etc. Moi, j'étais hyper sereine parce que j'ai provisionné mes charges. J'avais provisionné mes charges jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, moi, c'est ma façon de gérer à moi. Donc c'est vrai que la priorité pour moi, c'était pas de me verser un salaire, c'était de sécuriser la structure. Le temps de développer une clientèle, le temps de développer une activité pour pouvoir après, dans un deuxième temps, pouvoir me verser une rétribution pour mon travail, quoi. Ouais, mais je comprends. J'ai la même démarche avec Fleur d'avocat, mais et donc en fait, ce que je comprends, c'est que vous avez rentré les dossiers, vous avez rentré des dossiers avec des honoraires raisonnables, mais quand même des honoraires, et que donc même si ça n'atteignait pas votre objectif de vous verser une rémunération, vous étiez quand même bénéficiaire. Et assez bénéficiaire pour pouvoir sécuriser la pérennité de la structure, c'est-à-dire envisager un avenir à Animalex, c'est-à-dire pas juste vous dire
bon, en fait, mon idée, ça marche pas, il n'y a pas de dossier, ou les clients vraiment, je n'arrive pas à me faire payer, ou, enfin, voilà, donc, en fait, il y a un problème de positionnement ou quoi au caisse, mais en tout cas, là, c'était plus une histoire que vous avez peut-être été un peu ambitieux sur le timing pour pouvoir dégager à la fois la sécurisation. Oui, j'étais inconsciente. Mais oui, mais moi aussi. Non, mais moi aussi, j'étais complètement inconsciente. Moi, je pensais que enfin, voilà, non, mais clairement, je pense qu'il y a un truc autour de, enfin, la réflexion sur la temporalité, c'est tout un truc, quoi, dans la démarche entrepreneuriale. Et surtout quand on a une démarche, je trouve, de constitution d'une marque et donc d'une structure, pas juste de prendre des missions qui sont proposées. Enfin voilà. D'accord. Et donc les 6 premiers mois se terminent et vous vous dites non quand même j'aime trop, je continue et j'ai peut-être été un peu ambitieuse sur le timing, mais mine de rien quand même ça marche et j'ai de bonnes raisons d'espérer que je puisse en faire. Vous dites que vous êtes encore en phase test et je le comprends et je l'entends, mais en tout cas une phase test assez avancée pour que vous vous disiez que il y a de quoi pérenniser l'activité, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis ça me plaît, donc je me suis dit de toute façon, enfin déjà oui, 6 mois, c'était complètement utopiste de penser que je serais fixée en 6 mois sur la viabilité économique ou pas. Donc j'ai dit bon on continue. De toute façon, j'avais encore des sous moi pour assurer sur le plan personnel, donc il y a pas de souci, on continue. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que petit à petit ça se développe. Je commence à avoir un petit peu de visibilité, les gens parlent, les clients satisfaits m'en envoient d'autres, donc voilà, ça fait un petit peu boule de neige. Donc voilà, moi je suis ravie. Je pense que ça vous avez mis combien de temps à avoir un vrai déclic dans le développement? Alors en fait, en février 2020, j'étais hyper contente et je me suis dit ouais, si ça se trouve le mois prochain, je peux me verser un petit salaire. Et là, il y a eu le confinement. Bon, j'ai dit ok. Et en fait, voilà. Donc après, on est reparti à zéro parce que pendant le confinement, ça a été quand même assez calme. Et après, on est reparti à zéro. Et là, ça va crescendo. Et je me dis que peut-être qu'en janvier, je pourrais envisager de me verser un petit salaire, quoi. Trop bien, félicitations. Ouais, c'est pas encore fait, mais voilà, je vais pas prendre des 100 et des 1000, mais voilà, à un moment donné, je vais pouvoir et sans mettre en danger la structure, c'est ça qui compte pour moi surtout, c'est la structure, quoi. Et vous disiez tout à l'heure que par rapport à la typologie de dossiers et aux enjeux financiers que représentent les dossiers, que c'est beaucoup de juges de proximité, donc moins de 5 000 euros, etc. Comment vous fonctionnez en termes d'honoraires? Alors, sur les dossiers civils, je me déplace pas pour plaider. Je prends un confrère, un correspondant local. Mm-hmm. Donc déjà, ça réduit un peu le coût pour mon client. Mm-hmm. Voilà, parce que il va payer le confrère qui est en local, donc ça évite les frais de déplacement parce que voilà, j'ai des dossiers à Bayonne. Si je facture l'hôtel plus le train, il y a déjà 500 euros de frais. Voilà, c'est autant payer un confrère local. Moi, ça me fait gagner 3 jours. Le confrère local, ça lui fait rentrer des sous, et le client, pour lui, ça lui fait économiser des sous. Donc voilà. Et après, au niveau des honoraires, c'est pas mal de forfaits. Je travaille beaucoup au forfait en pénal, forcément, au forfait association et forfait pas association. Donc vous avez une tarification différente en fonction du ouais, je facture moins aux associations forcément, parce que c'est ça aussi, servir la cause, quoi. Et vous avez des forfaits au pénal, donc des forfaits à l'acte, à la procédure. À la procédure. À la procédure. Ah ouais, la procédure, à l'acte, c'est même pas envisageable. Et après, tout dépend de l'association, de la taille de l'association. Mais c'est vrai qu'en général, j'essaie de forfaitiser. J'ai pas une grille de tarifs, en fait. C'est vraiment en fonction de l'association. Je peux pas facturer. Et puis ça dépend de la procédure aussi. Et à ce sujet-là, vous avez un petit peu de données de résultats? Non. Non. Donc je prends pas d'honoraire de résultat parce que ça voudrait dire que je prends un pourcentage des dommages-intérêts. Et ça non. Dommages-intérêts, c'est vraiment pour les associations. Non, ça je me refuse à prendre un honoraire de résultat. Et
J'avais une question. Ça m'agace. Est-ce que il y a beaucoup de choses que vous pouvez automatiser? C'est-à-dire? Ben, parce que du coup, j'imagine que vous, enfin non, on peut pas, enfin en droit pénal, c'est quand même beaucoup de procédures orales, etc. Mais est-ce que vous pouvez compenser je profite du fait que j'ai une gestionnaire au téléphone pour poser ces questions qui intéresseront sûrement les plus gestionnaires de mes auditeurs. Mais est-ce que il y a une partie de votre activité que vous pouvez automatiser pour compenser le fait que les honoraires par rapport à la typologie de dossier et à vos clients sont voilà modérés Non, Non, ok. non, je fais tout moi-même. Je mets un point d'honneur à faire des conclusions qui font plus de 3 pages. Voilà, parce que c'est vrai, les conclusions de partie civile, on peut avoir des conclusions de 3-4 pages. Moi, c'est vrai que l'idée, c'est quand même d'apporter quelque chose à la cause, quoi. C'est-à-dire que voilà, un magistrat, quand il va avoir à trancher une question sur, je dis n'importe quoi, des porcs. Le magistrat est pas forcément formé à l'élevage porcin, il sait pas qu'un porc ça ne sait pas transpirer et que s'il est pas sous une douchette d'eau, il est en souffrance. Voilà, ce genre de choses. Moi, j'estime qu'il faut l'expliquer parce que on est formé au droit, on est des professionnels du droit, on connaît pas forcément bien les animaux et pour trancher des dossiers qui impliquent des animaux, il faut aussi connaître l'animal et c'est pour ça que moi je travaille pas mal en collaboration avec des vétérinaires. Parce que c'est pareil, moi je suis pas formée à l'animal, j'ai pas une formation de vétérinaire, et justement je mets un point d'honneur à me renseigner auprès des gens qui connaissent les animaux, quoi, pour pouvoir les évoquer dans mes conclusions. Et donc comment parler de droit, mais aussi d'animaux. Oui. Et donc comment est-ce que ça se concrétise? Vous dites que vous collaborez avec des vétérinaires, vous les faites intervenir comme experts et touchent des honoraires, ou est-ce que c'est juste des vétérinaires peut-être qui partagent un engagement militant et donc qui contribuent dans comment ça s'articule? Ouais, c'est ça, ce sont des vétérinaires de mon réseau, des gens que je connais, avec lesquels j'ai des liens amicaux. Quand j'ai pas la personne compétente dans mes connaissances, ben je lance un appel SOS. J'avais un problème un jour sur un dossier concernant des reptiles. Moi, j'ai plutôt une aversion pour les serpents. Donc ben voilà, je lance un appel. Est-ce que quelqu'un a des compétences en herpétologie? Est-ce que quelqu'un peut me renseigner? Et c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis plutôt entourée de gens bienveillants depuis le départ de l'aventure. J'ai toujours été entourée de bienveillance et j'ai toujours quelqu'un qui va venir m'aider, me renseigner. Me donner les éléments qu'il me faut, parce que voilà, pareil, une question sur une jument gestante, moi c'est pas ma spécialité, je sais pas ce qu'il faut en faire, je sais pas à partir de quel moment vont commencer les mauvais traitements, alors qu'un professionnel du cheval va pouvoir me le dire et moi je vais pouvoir le répercuter au magistrat. Et, voilà. Et c'était quoi le souci avec les reptiles? C'était des reptiles maltraités. Donc en fait, vous intervenez beaucoup sur des dossiers de maltraitance. Il y a quoi d'autre comme type de dossier? Alors, sur le pénal, c'est essentiellement de la maltraitance. Après, en droit civil, on va avoir des problèmes de responsabilité, chien mordeur notamment. On va avoir des problèmes de responsabilité de pension d'animaux quand il y a un souci. On va avoir des problèmes de défaut de conformité, parce qu'on acquiert un animal et dans la vente, il y a un problème avec lui. On peut, en droit animalier, on peut aussi intervenir en droit public, faire des contestations d'arrêtés. Des arrêtés d'abattage d'animaux ou d'euthanasie de chiens notamment. C'est vraiment très très varié. On va avoir des dossiers de braconnage. Ça c'est intéressant, ça change un peu, défendre la faune sauvage. Et dans les dossiers de braconnage, du coup, qui est votre client? Pareil, association? Association, oui. Partie civile dans des... Ouais, toujours. Ok. Non, mais c'est l'occasion de découvrir cette matière et le type de dossier que vous êtes amené à croiser. Donc tout ça pour dire, mais je vous remercie pour cet échange sur la structuration de votre activité et son développement. Tout ça pour dire que vous vous installez il y a 1 an et demi, que au bout de 6 mois, vous atteignez pas complètement vos objectifs, mais quand même
une activité qui se structure, des dossiers qui sont au rendez-vous et surtout beaucoup de plaisir et de sens trouvé dans votre activité. Et ensuite l'année suivante qui vient consolider la structure d'un point de vue honoraire. Vous êtes à l'abri d'un point de vue charge de l'entreprise. Et donc vous envisagez l'avenir de façon optimiste et plutôt confiante sur le fait que vous allez pouvoir que vous allez transformer l'essai, quoi. Ah bah oui, moi de toute façon je suis une optimiste chronique, hein, donc en général voilà. Et puis je pense que quand on est positif, on attire le positif, donc voilà, faut pas envisager l'échec. J'ai jamais envisagé et pas comme un échec en tout cas. Je me suis dit tu te lances et puis si ça marche pas, tu feras autre chose. De la même manière que quand j'ai voulu prendre la passerelle, je me suis dit si tu foires, tu foires. Enfin oui. Et puis finalement j'ai pas foiré parce que voilà, c'est quand on travaille et qu'on a envie, qu'on est passionné, il y a pas de raison. Enfin, je veux dire, tout est possible quand on a envie. Et j'allais vous demander si ça y est, je sais ce que j'allais vous demander. Et donc finalement, vous avez repris les chats. Ouais, les 3. Alors j'ai tenu ma parole, je me consacre pas à un seul. J'en ai 3, mais ils ont débarqué. Voilà, j'ai pas choisi, ils ont débarqué. J'étais obligée d'ouvrir la porte. Comment ça? Ils ont débarqué chez moi. Il y en avait un, c'était un. Ils se sont présentés, ils ont sonné, ils ont dit non. Bonjour Madame Simiakos. Nous avons élu domicile sur votre canapé. Ah non, mais il y en a un qui a débarqué comme ça. Hein. J'appelais. Il y avait un chat errant que j'étais en train de tenter d'apprivoiser. J'ai mis 2 ans quand même, mais j'ai réussi. Et puis un jour, je l'appelais dehors, puis un autre chat qui arrive, qui me répond. Je le regarde, je lui dis non, mais c'est pas toi. Et bon, finalement, il est resté. Et puis l'année dernière, encore un bébé chaton trouvé, un bébé chaton de 15 jours, quoi, une petite souris trouvé tout seul sur un trottoir, je pouvais pas le laisser, quoi. Non, il résistait. Alors je m'étais dit non, mais comme je suis présidente d'association, je m'étais dit je vais faire famille d'accueil, je vais le biberonner, puis après je le mettrai à l'adoption. N'importe quoi, ça marche pas, ça. Pas possible. Non. Non, mais bon, voilà, il y a 6 chats chez mes parents et c'est que des histoires comme ça, hein, donc vous parlez à une ouais, c'est eux qui choisissent une connaisseuse de ce délire. Ok, très bien, super, merci beaucoup pour ce partage. Quelle est votre dernière joie, Olivia? Ah, ma dernière joie, elle date de tout à l'heure. On a gagné un dossier en Haute-Loire. On a réussi à obtenir la confiscation de 102 bovins. Donc voilà, c'est 102 bovins qui retourneront pas dans un élevage. Donc ça, c'est ma dernière joie. Elle est très récente. Et donc ils vont aller dans une association et ils sont déjà en fait. D'accord. Ils sont déjà, mais ils vont y rester. Et ils vont mener des jours paisibles. Ils iront jamais à l'abattoir. Des vies de vaches. D'accord. Non, je sais la question que je voulais vous poser tout à l'heure. Vous avez mentionné le fait que vous voyez très peu vos clients et vous travaillez en fait énormément à distance et en plus vous avez recours à la postulation. Enfin, je veux dire, il y a vraiment ce côté finalement digital lawyer, quoi. Ouais. Comment vous vous organisez d'un point de vue technique? Par téléphone, par mail. Les visios, moi j'aime pas trop ça. J'ai pas spécialement de demande de clients pour des réunions en visio, c'est très rare. Bon, s'ils veulent, on le fait, mais c'est eux qui programment le truc parce que je suis nulle. Mais voilà, c'est essentiellement mail et téléphone. Moi, je préfère mail, comme ça j'ai tous les éléments. Mais voilà, vraiment, ça pose. C'est étonnant, mais ça pose pas de soucis particuliers. Déjà avant, dans le cabinet d'avant, j'aimais pas trop rencontrer les clients. Je suis pas très sociable, je me rends compte. Mais voilà, là, le rapport existe, même si on n'est pas autour d'une table, quoi. Et puis les clients me font confiance. Ils savent que de toute façon, on travaille ensemble. Moi, je mets un point d'honneur à travailler en partenariat avec le client parce que je leur dis toujours, je connais le droit, mais c'est vous qui connaissez les faits, quoi. Les associations qui retirent des animaux, notamment, elles savent comment ça s'est passé, elles savent à qui elles ont affaire. Donc voilà, il faut travailler en collaboration. Et à partir du moment où la relation de confiance s'est instaurée, il n'y a pas besoin de se voir, quoi. Il n'y a pas besoin de se voir. Ok, donc finalement un télétravail très simple. Ouais. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe? Mon militantisme. J'essaie de le planquer. Le militantisme animaliste. Ouais. Ok. Merci beaucoup Olivia pour cet échange. Merci à vous, c'était un plaisir.